Olivier Caïra est enseignant-chercheur à l'université de Paris-Saclay. Sociologue au centre Pierre-Laville, il étudie les industries de divertissement et les expériences interactives de la fiction. Avec l'équipe de narratologie du CRAL, il développe également des analyses de la scénarisation ludique et de l'improvisation narrative. Outre ses articles dans ces différents domaines, il a publié Hollywood face à la censure en 2005, Jeu de rôle, les forges de la fiction en 2007, Jouer avec l'histoire, Définir la fiction et Le cerveau comme machine, génie et surdoué à l'écran. En 2020, d'ailleurs, félicitations. Scénariste et développeur de jeux, il travaille avec les 12 singes, Lapin Marteau, Black Book Edition et Monolith. Merci de ta présence. Merci à vous deux. Donc je vais intervenir sur un volet pratique, sur des questions de scénarisation et donc pour rester dans la thématique du colloque, donc sur la question de la transmission littéraire entre deux univers textuels, ou en tout cas deux univers fictionnels, qui peuvent sembler a priori très éloignés l'un de l'autre, puisqu'il s'agit d'un côté de l'œuvre shakespearienne au sens large, et de l'autre de Gotham City, donc de l'univers dans lequel Batman, ses alliés, ses adversaires planent et s'échangent régulièrement des coups de poing et autres amabilités. Alors, pour introduire le sujet, donc, c'est un cumul de casquettes assez particulier pour moi, puisque d'ordinaire, j'interviens soit en tant que sociologue, soit en tant que narratologue sur ce type de propos. J'ai eu bien entendu quelques échos un peu, toujours quelques pisses froides dans le monde universitaire parisien notamment, qui m'ont dit « mais comment en tant que sociologue peux-tu accepter d'être scénariste ?» Ma réponse étant, mais comment peux-tu ne pas accepter un truc pareil? D'abord parce que c'est Batman, donc c'est le kiff ultime à mon avis, de n'importe quelle personne qui fait partie de ma culture et de ma génération. Et d'autre part parce que ça m'ouvre un nombre de portes sociologiques tout à fait inattendues, puisque là j'ai parlé effectivement de forge de la fiction, là je suis sur du matériau à chaud. Alors là, on est sur des choses qui sont d'ailleurs tellement chaudes que j'ai très peu de recul, puisqu'il s'agit d'un projet éditorial qui est en cours de construction, dont je vais vous tracer les principaux contours. Donc j'en écris encore des morceaux en ce moment même. Les premiers épisodes de cette campagne shakespearienne donc pour Gotham City sont en playtest. Donc je reçois également donc, les retours de différentes tablées aux quatre coins de la francophonie qui sont volontaires pour se frotter à ça. Et donc tout ce que je vais vous présenter est très peu consolidé. Et c'est justement, à mon sens, l'intérêt d'avoir ce cumul de casquettes. Quitte à me prendre tous les projectiles que vous jugerez bon puisque s'il y a des Shakespeariens purs ou des rôlistes qui estiment que scénariser c'est une horreur, je pense qu'on n'est pas du tout dans un conflit. C'est-à-dire la question aujourd'hui, c'est comment tu scénarises quand tu as aussi joué à Microscope, quand tu as joué à Fiasco, etc. C'est-à-dire comment on scénarise en 2020, sachant que, bien entendu, si on produit quelque chose, c'était un peu le thème de notre discussion avec Audrey tout à l'heure, si on produit quelque chose qui pourrait être simplement produit par un générateur aléatoire ou par une des nombreuses mécaniques qu'on appelle les story games aujourd'hui, bah, c'est pas la peine de scénariser. Dans ce cas-là, on dit, bon, bah, je vais acheter tel ou tel jeu ou téléchargez-le, ça va suffire. Donc pour arriver avec un scénario en 2020, il faut avoir une idée scénaristique et une intention narrative puissante qui, malgré tout, laisse autre chose que de la gesticulation aux personnages et aux joueurs qui sont derrière. Alors je reviens donc à la thématique d'aujourd'hui. Comment peut-on traiter l'œuvre de Shakespeare, bien entendu, pas la totalité, dans un contexte de jeu de rôle, sachant que donc là on a deux hypotextes qui vont cohabiter, puisqu'on est par ailleurs dans un univers très fort et dans une licence qu'on doit respecter, puisque bien entendu on ne s'aventure pas
dans Gotham City sans avoir la franchise. Au niveau juridique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Shakespeare, c'est domaine public. Là, on a énormément de liberté. Mais la question, c'est d'organiser la cohabitation et puis de poser, ce que je verrai avec vous en conclusion, la question finale de la transmission. Alors, un petit rappel sur le contexte éditorial. Ce qui a engendré ce projet, c'est au départ un jeu de plateau et de figurines que vous avez peut-être vu passer parce que ça a été un des grands temps forts du monde ludique ces derniers mois. Donc ça a été la création du Batman de Frédéric Henry et donc de sa société d'édition Monolith, donc qui a été financée sur 2017-2018 et puis livrée en 2019. Donc là, on est sur du jeu de plateau et de figurines asymétriques. Vous voyez qu'on a une position différente qui est isomorphe, on va dire, à celle d'un meneur de jeu et celle-ci qui est isomorphe à celle des personnages joueurs. Frédéric Henry est un rôliste de longue date et son objectif quand il crée ce jeu de plateau est de rapprocher le plus possible l'expérience ludique de ce qu'on peut vivre en jeu de rôle. Donc c'est assez logiquement qu'il prolonge avec le projet actuel, consistant à revenir sur du jeu de rôle au sens où on va avoir une gamme en 3 ouvrages, avec donc l'appui des équipes de Black Book donc sur le moteur de jeu. On va s'appuyer sur Chroniques oubliées, donc la version monde contemporain. Et donc il y aura un livre de règles, un guide de Gotham City, puisqu'on est sur une diégèse complexe qui s'est petit à petit solidifiée donc, au fil des strates narratives et notamment des différents médias qui se sont emparés de cette diégèse. Et puis, un gros ouvrage de scénario dont là, je vais vous parler d'un bon quart, en fait, qui est donc la campagne shakespearienne. Qu'est-ce qu'on va jouer dans Gotham City Chronicles ? Eh bien, quand on pose la question « Qu'est-ce que vous voudriez jouer dans Gotham City ?», il n'y a quasiment personne qui veut jouer Batman. Ça tombe bien parce que ce n'était pas non plus notre idée de départ. Nous, on s'est plutôt appuyé sur des points d'entrée. Donc, il y a la Bat Family, donc voilà, des vigilantes, des super-héros à différents titres qui sont autour de Batman. Et donc, on peut avoir quelqu'un autour de la table qui joue Batman, mais c'est vrai qu'être systématiquement le sidekick du héros qui domine tout, c'est pas très intéressant en termes de jeu de rôle. Se pose également la question, est-ce qu'on peut jouer des vilains ? Alors, pas nécessairement les super criminels, parce que vous imaginez que si on met 4 ou 5 super criminels de grosse envergure autour de la table, ils sont tellement forts, tellement proactifs dans la diégèse de Gotham City que c'est assez difficile de les juxtaposer en espérant qu'ils gardent un petit peu d'autonomie les uns par rapport aux autres. En général, quand on a un groupe de super criminels dans les récits de super-héros, il y en a un qui a mis les autres sous sa coupe. Il est rare que ce soit à égalité de liberté d'action. Donc ça, c'est pas moi qui m'en occupe et j'ai beaucoup de compassion pour les scénaristes qui vont s'occuper des vilains parce que je sais absolument pas comment ils vont faire. Moi, je vais m'occuper des méta-humains, mais dont je ne parlerai pas, sauf s'il y a des questions sur le sujet, et surtout donc des agents du GCPD, donc de la police de Gotham. Donc nos inspirations assez évidentes sur cette mini-campagne, c'est donc avec un cahier des charges qui est quand même assez important puisqu'il faut viser le public américain, ne serait-ce que pour rentabiliser la franchise. Hein. On est sur des questions de viabilité du projet. Connaisseur ou non de la diégèse au niveau des joueurs. Bien entendu, le meneur de jeu a intérêt à s'en imprégner, mais les joueurs doivent pouvoir partir de zéro. Donc j'insiste pour avoir des testeurs qui, pour certains, me disent « Mais tu sais, j'y connais rien. » Bah, justement, viens. Les inspirations donc, principales, si vous les connaissez, ça vous paraîtra évident. Si vous ne les connaissez pas, courez rattraper cette lacune. Donc, les 4 volumes de Gotham Central, donc, qui sont centrés donc, sur le quotidien des flics de Gotham City, donc, avec les super-héros et super-criminels qui sont là en toile de fond. Et puis, la série télévisée de Bruno Heller, donc Gotham, qui, parce qu'elle démarre sur le meurtre des parents de Bruce Wayne, et donc avec un Bruce Wayne qui n'a que 12 ans, mais au contraire sur le devant de la scène
l'inspecteur puis commissaire Gordon et les équipes donc, du GCPD. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on amène Shakespeare dans tout ça ? C'est pas nécessairement évident. Je vais d'abord voir les points d'appui diégétiques et puis dans un second temps, donc, j'aborderai la question des procédés scénaristiques. Quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, ça a déjà été fait. Le corpus est tellement énorme et ma connaissance, alors même si j'ai des étagères qui croulent de Batman à la maison, on ne peut pas espérer avoir la totalité. On a la chance de travailler avec des gens comme Xavier Fournier, comme Alex Nikolavitch, etc., dans l'équipe, qui, eux, sont des encyclopédies sur pattes de cet univers-là. Les points d'appui diégétiques, au départ, je me suis dit, il y en a un qui est évident dans l'utilisation du matériau littéraire dans Gotham City, c'est Lewis Carroll. Donc il y a dû y avoir, à un autre moment de l'histoire éditoriale de Batman, de Catwoman, etc., de tous ces personnages-là qui peuplent Gotham City, il y a dû y avoir une saga shakespearienne que j'ai loupée. Et en fait, il n'y en a pas. Il y a eu des tentatives avortées, on a quelques exemples. Et quand on voit ce que ça donne sur l'exemple de Lewis Carroll, c'est super intéressant parce que ça permet, par la cohabitation donc, des deux hypothèses, d'avoir une tonalité très carolienne, justement, très centrée sur une vision plus poétique de la ville et des personnages, un caractère très nonsense, très absurde, et puis assez rapidement une vision psychiatrique des choses, hein, puisque les personnages donc, qui sont rattachés à l'univers de Lewis Carroll, hormis le personnage du Lapin Blanc, sont quasiment tous voués à finir à l'asile d'Arkham. À un moment ou à un autre, ils y passent un certain temps. Finalement, Shakespeare, ça relève d'une certaine évidence. Pour plusieurs raisons. D'abord, donc, mon idée de base, c'était pas du tout lié à ça. C'est une discussion qu'on avait eue justement avec Frédéric Henry, donc l'auteur et l'éditeur du jeu. Moi, je lui disais, c'est étonnant qu'on n'ait pas des propositions shakespeariennes sur un autre jeu qui, a priori, n'a rien à voir, qui est Détective Conseil, Sherlock Holmes Détective Conseil, donc qui est un jeu d'enquête, plutôt en solo. Et finalement, j'y réfléchis depuis plusieurs années, et ce personnage du barde, espèce de méchant de l'ombre qui remplacerait Moriarty et qui signerait tous ces méfaits dans le Londres victorien ou édouardien donc de Sherlock Holmes, je n'arrivais pas à trouver les accroches. Et finalement, on en parle avec Frédéric, et sur Gotham City, ça marche vachement mieux, bizarrement, que sur le cas plus britannique de Sherlock Holmes. Essentiellement parce que j'ai un point de départ scénaristique, alors là je vous spoil les 15 premières minutes de la campagne, qui est Roméo et Juliette. Pourquoi ça marche aussi bien ? Parce qu'on a dans Gotham, avant l'émergence des super-héros et des super-criminels, une structuration de la pègre qui se fait autour de deux clans italo-américains. Donc on a une mini-Vérone qui s'installe dans l'île principale de Gotham, avec donc des clans rivaux. Et là-dessus, mon accroche scénaristique est toute simple. On retrouve enlacés deux cadavres d'adolescents, un Roméo Maroni et une Julia Falcone. Roméo étant empoisonné et Julia étant poignardée. Alors, donc deux modes opératoires différents pour un crime, enfin pour un double assassinat. Ça sent tout de suite la mise en scène. Est-ce que c'est une mise en scène ludique ou pathologique ? On n'en sait rien à ce stade-là. Mais en tout cas, c'est construit comme ça. Et on sait que la rivalité entre les Falcone et Maroni, c'est extrêmement structurant donc pour la saison 1 de Gotham et également pour une des œuvres phares dans l'univers des comics, qui est donc Un long Halloween, donc le comics qui a le plus influencé Christopher Nolan sur la création de sa trilogie. D'où l'idée, bien sûr, de faire une campagne en 5 actes. La structuration théâtrale s'impose assez rapidement donc, sur la structure globale de la campagne. Un conte d'hiver, on est tout de suite donc, dans la manière de thématiser Shakespeare, également sur le titre. Et puis, le fil conducteur, ça va être chaque épisode va correspondre
à une ou deux pièces de Shakespeare qui, de façon à ne pas créer de répétitivité, vont être instanciées donc, dans l'univers de Gotham de manière un petit peu différente à chaque fois. Et puis, on est sur une campagne d'enquête, donc il va falloir identifier qui est ce fichu Bard qui va littéralement supplicier la ville. Dans l'ouvrage sur les jeux de rôle paru chez Minard, j'ai signé un article sur peut-on changer le monde, comment changer le monde en jeu de rôle. Et je défends l'idée d'effets puissants de ce que font les joueurs ou de ce qu'ils ne font pas sur la diégèse. Souvent dans les campagnes, on a une espèce de fin un petit peu freinée d'un épisode pour que ce soit raccord avec l'épisode suivant. Moi, je n'écris pas du tout dans cette logique-là. On peut avoir une fin de l'épisode 2 ou de l'épisode 3 dans lequel il y a eu des situations quasi cataclysmiques qui se sont produites et ça n'empêche pas de passer à l'épisode suivant. On n'a pas besoin de rendre la diégèse comme on l'a trouvé en entrant, quoi. Les parentés de structure. Alors là, il y a des Shakespeariens, je vais prendre cher, mais c'est pas grave. On a dans l'œuvre shakespearienne des gradients, alors que c'est plus un travail de scénariste, bien entendu, que d'analyse littéraire. Mais je me suis dit, on a bien entendu la tension entre les comédies et les tragédies shakespeariennes, avec des œuvres relativement peu décidables, notamment les œuvres historiques, dans lesquelles on n'a pas une tonalité purement tragique ou comique. Et puis il y a toujours des personnages comiques de toute façon chez Shakespeare qui sont là pour redonner donc, du mordant, même dans les scénarios les plus tragiques. Et puis on a une forme réaliste, notamment sur le volet plus historique. Et Shakespeare est en même temps, je vous renvoie au texte d'Anne Besson, enfin aux nombreux textes d'Anne Besson sur Shakespeare et la fantasy, c'est également donc, un des pères de la tradition occidentale de la fantasy. Donc si on fait, alors là on pourrait se battre sur le positionnement, on aurait Roméo et Juliette, ou Jules César, ou ce que vous voulez, enfin toutes des tragédies réalistes, qui serait donc sur cet axe-là. Macbeth avec les sorcières, notamment tout le rôle du surnaturel. Au milieu, on pourrait placer Hamlet, donc avec l'intervention du fantôme, mais on est quand même sur une dominante plutôt réaliste dans la trame de Hamlet. On a bien entendu le Songe d'une nuit d'été qui représente le pôle extrême de la comédie fantastique, La Tempête qui serait un peu en position intermédiaire, donc avec la figure de Prospero, de la magie, et en même temps un ton assez indécidable entre tragédie et comédie dans La Tempête. Beaucoup de bruit pour rien qui serait du côté donc, de la comédie réaliste. On n'a là quasiment pas de référence à des éléments surnaturels. Et puis le conte d'hiver, avec notamment la question de la statue, de la résurrection de la statue, qui serait donc une intrusion un peu d'éléments fantastiques, mais pas du tout avec la force expressive qu'on a dans le Songe d'une nuit d'été, où là on bascule vraiment dans la féerie. Dans le conte d'hiver, on est sur un ingrédient surnaturel qui intervient de façon un peu ponctuelle. Henri V va avoir des passages extrêmement tragiques, et notamment, vous avez peut-être vu qu'il y avait eu un procès d'Henri V pour crime de guerre qui avait été présenté par des artistes en disant mais que faire aujourd'hui de ce personnage, comment un personnage serait vu dans le contexte actuel, et en même temps des passages extrêmement drôles, le personnage de Pistolet notamment. Si on reprend ce schéma-là, ça marche très très bien, pas avec tout ce que fait DC Comics, mais avec l'univers de Gotham City. Si je prends Wonder Woman ou Superman, ça ne marche pas. Donc ce n'est pas tout le catalogue de DC Comics. Si j'essaie avec Marvel, ça ne marche pas du tout. En revanche, si je reste dans Gotham City, je peux placer les cinéastes. Je peux mettre Nolan ici, je peux mettre Burton ici. Je peux avoir les scénaristes de comics. Je peux avoir les figures de vilains. Je peux quasiment tous les placer et je vais avoir un beau nuage de points. Ils ne vont pas être clusterisés quelque part. Donc, pour essayer de varier les thématiques d'un épisode à l'autre, ça s'y prête plutôt bien. Et puis, on a un Dr Watson, on a un personnage intradiégétique qui va servir de relais pour le lecteur, comme Watson nous sert de relais pour comprendre ce qui se passe un peu dans la tête de Sherlock. Dans le cas d'Alfred,
c'est le personnage entre guillemets ordinaire, parce qu'il a bien entendu beaucoup de caractéristiques extraordinaires, mais c'est un personnage plutôt statique, plutôt bavard. C'est un peu la voix dans l'oreillette de Batman, notamment dans les versions les plus récentes. Et dans la campagne telle qu'on est en train de la développer, ce personnage est à la fois donc l'adjuvant classique, parce que c'est lui qui va communiquer entre les personnages joueurs qui sont des flics et la Bat Family, et en même temps, c'est un ancien acteur shakespearien, donc c'est le meilleur connaisseur des références shakespeariennes que le barde va distiller donc, au fil de la campagne. Et le point commun à ces deux sources d'information, c'est que systématiquement, Alfred va être sibyllin. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de modifier le profil du personnage. C'est quelqu'un qui doit sans arrêt mentir à la police, ne serait-ce que sur l'identité de son maître. Et de la même façon, à chaque fois qu'il va interpréter les indices qui vont pulluler dans la ville, parce que le barde ne va pas arrêter de signer ses mises en scène, ses citations, etc., on va pouvoir se dire, tiens, est-ce qu'Alfred nous donne une information complète? Est-ce qu'il subodore quelque chose parce qu'il n'en sait pas plus que nous, ou est-ce qu'au contraire, il est suspect? Donc cette éternelle bascule entre justice et suspicion qui anime justement tout le duo formé par Bruce Wayne et Alfred. Et vous voyez que d'un point de vue graphique, dans les comics, on a, alors là on a de la référence tout à fait flagrante, on a aussi donc des citations, ça ne se voit pas super bien, mais donc là on a une citation de Richard III dans l'extrait de droite. Je passe donc à la question des procédés scénaristiques. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler, notamment pas déflorer l'intrigue. On est à l'échelle donc de personnages joueurs qui sont des policiers. Ça signifie que on peut partir de l'œuvre shakespearienne comme boîte à outils parce que on peut soit s'approprier les grands thèmes. Alors, on est face à un des plus grands scénaristes de tous les temps, donc ne serait-ce que dans la manière de traiter les thèmes qui sont la famille, la folie, l'ambition, la violence, la séduction, mais on pourrait bien entendu en trouver bien d'autres. On a un matériau extraordinairement riche. On peut repartir des personnages, donc ça c'est un autre point d'accès aux outils shakespeariens, c'est-à-dire se dire, tiens, dans Gotham City, qui est Richard III? Là, en général, il y a consensus, c'est-à-dire un personnage psychopathe, extrêmement ambitieux, contrefait, dont tout le monde se moque depuis l'enfance. En général, enfin on ne va pas voter à main levée parce qu'on sera en train de spoiler méchamment, mais on voit assez clairement qui ça peut être parmi les super-vilains. Qui va être Othello, ça va être plus compliqué puisqu'il va falloir un couple, avec de la jalousie, avec quelqu'un qui va jouer Desdémone et qui va jouer Iago. Donc là, on est obligé de créer un mini-schéma actentiel pour se dire, ok, si je veux instancier Othello dans Gotham City, ça peut être le Joker et Harley Quinn, ça peut être un Victor Fries et sa femme qui est dans sa cuve, mais comment une femme qui est dans une cuve peut se retrouver dans une histoire de jalousie? Donc après, ça crée... Bah oui, mais vous allez voir qu'on y arrive. Ça peut être tout simplement l'onomastique, c'est-à-dire le répertoire des noms propres shakespeariens, qui est quand même très marqué, très italianisant. Donc dans une ville où le socle mafieux est italo-américain, ça s'y prête énormément. Et en même temps, on peut partir sur de l'anglo-saxon, on peut partir sur du fantastique, hein, on peut très bien repartir sur de la féerie. Il y a tout un fil conducteur dans certains épisodes où on va chercher Ophélia. Et qui peut être Ophélia? Alors ça peut être le pseudo de quelqu'un, ça peut être son vrai prénom, ça peut être le nom d'un bâtiment, ça peut être complètement autre chose, puisque l'onomastique est par définition un système de marqueurs flottants. On peut travailler sur les relations proches. Donc, je vous parlais de la jalousie concernant qui peut représenter Othello donc dans la ville de Gotham. Ça peut être bien entendu un processus de vengeance si on s'appuie sur Hamlet notamment. Ça peut être au sens large des questions de manipulation, puisque les personnages shakespeariens, aussi bien dans la comédie que dans la tragédie, passent une grosse partie de leur vie éveillée à se manipuler les uns les autres. Et puis on a, chez Shakespeare, cette problématique constante des effets macrosociaux, c'est-à-dire comment représenter au théâtre des scènes de bataille où on a une nuée
une marée humaine de soldats français, hein, c'est la problématique d'Henri V et de la bataille d'Azincourt, ou des familles entières, alors qui vont être instanciées par 2 ou 3 personnages sur la scène, mais dont on nous fait comprendre que derrière, il y a des troupes. Et ça va être intéressant quand on est sur un scénario à dominante urbaine, où on n'est pas systématiquement dans le schéma de la rencontre façon donjon, où il y a 4 aventuriers et 5 monstres. On va pouvoir représenter des effets macrosociaux qui peuvent éventuellement vous mettre la ville à feu et à sang. On a bien entendu tout un imaginaire qui est également celui des scènes mythiques au niveau visuel, parce que les pièces ont été bien entendu représentées, filmées, peintes, et donc on va avoir typiquement les amants sacrifiés, la mort des amants, ou Hamlet et le crâne, qui sont utilisables directement comme matériaux diégétiques pour le jeu de rôle. Il y a la tonalité, bien entendu, stylistique, c'est-à-dire l'humour grinçant de Shakespeare, alors qui n'est pas facile à singer quand on n'a pas son talent, mais en tout cas qui peut donner des pistes. La capacité de Shakespeare à créer des mises en énigmes entre ses personnages, je vais revenir dessus. Et puis la question de la mise en abîme, hein, typiquement le théâtre dans la pièce avec Hamlet, où on a une ressource également intéressante dans cette boîte à outils. Enfin, on a des citations, alors certaines vont apparaître immédiatement, c'est-à-dire quand on balance To be or not to be, et que c'est le nom d'un virus informatique lâché par le Bard donc sur Gotham City, là, tout le monde fait la jonction, même ceux qui n'écoutaient pas au cours de civilisation anglaise. Quand on est sur « faisons notre vie courte ou longue sera la honte », les gens supposent que c'est shakespearien, parce que ça ne sort pas très spontanément dans le vocabulaire du XXIe siècle, mais là, ça va déclencher un processus de recherche. Ce qui fait que les 5 actes, alors je passe très rapidement sur la structure des 5 actes, puisque vous en dire plus m'obligerait à vous tuer ensuite pour préserver donc le secret. Donc, sur chaque acte, j'ai fait un montage différent. C'est-à-dire, par exemple, sur le premier acte, on a donc, la scène mythique qui est donc la mort des jeunes amants, les effets macrosociaux, puisque les gangs, Falcon et Maroni, donc, vont littéralement incendier des parties entières de la ville. Et puis, on a un jeu sur l'onomastique, puisque le barde a choisi un véritable jeune homme qui s'appelle Roméo, une véritable jeune fille qui s'appelle Julia, et va multiplier les pistes, puisque là, il est en train de dévoiler donc son intrusion dans la diégèse de Gotham City. Bien entendu, si tu prends systématiquement les mêmes outils, au bout d'un moment, les joueurs les voient venir. Donc après, on a, vous voyez, un mélange constant pour éviter de retomber systématiquement sur les mêmes pistes. Exemple, la question des citations. Donc, je parlais de mise en énigme. On a, dans le premier acte de Richard III, le fameux « G sera le meurtrier », où on ne sait pas qui ça va être, et ça, on peut reprendre ça en jeu de rôle. C'est fabuleux, surtout quand on a un commissaire qui s'appelle Gordon, quand on a une ville qui s'appelle Gotham, donc des agents qui sont dans le GCPD, donc on a des G absolument partout, dès qu'on ouvre le manuel de jeu. En fait, les rôles de la citation, ils sont intéressants parce qu'ils ne sont jamais complètement déterminés. J'ai le droit de tricher? Non? Non, je vais essayer d'être sage. Déjà, la citation, dans le cas du Chapelier fou qui cite Lewis Carroll tout le temps, c'est l'obsession du psychopathe. Assez rapidement, on comprend que le barde n'est pas un psychopathe et qu'il a un usage au contraire ludique de la citation, c'est-à-dire qu'il va s'en servir sans arrêt pour jouer au chat et à la souris avec les personnages joueurs. Est-ce que la citation doit être vue comme un indice pertinent ou comme un pur élément d'ambiance? À un moment, on a une citation qui est très inquiétante. Ses bras, ses jambes et ses têtes coupées durant la bataille que réclame Rontel au jugement dernier. Là, c'est vrai que les joueurs, quand ils entendent ça, se disent est-ce qu'on va tomber sur un charnier ou est-ce qu'on est simplement face à une ambiance un peu tendue? Est-ce que c'est un poncif culturel ou un signe d'érudition? Un to be or not to be, poncif culturel. Et puis, plus on va chercher des citations inattendues, plus ça va être signe d'érudition du personnage qu'on affronte. Est-ce qu'il s'agit d'un propos littéral ou d'un propos métaphorique?
Est-ce qu'on attend d'une citation qu'elle soit prise au pied de la lettre par un biais d'acquiescement, ou au contraire qu'elle soit retournée comme une chaussette par donc un retournement ironique? Quand on nous dit, en filmant des personnages qui sont coincés sous 15 mètres de terre dans Gotham, cette heureuse poignée d'hommes, hein, we few, we happy few, on sent bien que ça ne va pas être une heureuse poignée d'hommes, en tout cas ça va être l'heureuse poignée d'hommes qui va prendre cher à Azincourt, dans le cas donc, de Henri V. Donc on va avoir comme ça une pratique du barde qui va consister à accompagner toutes ces formes de communication, puisqu'il n'apparaît jamais physiquement, et je ne vous dirai pas qui se cache derrière ce masque. Donc on va avoir un usage de la citation qui est sans arrêt indécidable. Ce qui s'ajoute à ça et qui est un effet émergent des tests, parce que je n'avais pas du tout envisagé ça, tout de suite il y a un joueur qui me dit « Ah oui, mais à Gotham, les gens vont partir dans une barde mania ». Le barde signe d'un portrait de Shakespeare stylisé ses méfaits par des tags au début, et puis par des citations, et puis par des représentations visuelles. Donc il a tout un imaginaire qui va se développer. Et tablant donc, sur ce retour en playtest, je m'aperçois que le barde est effectivement un super criminel très séduisant parce qu'il vise des cibles contre lesquelles on peut avoir une dent, parce qu'il a une signature qui évoque un univers culturel, parce qu'il a le sens du grand spectacle et il a effectivement une capacité à dévaster la ville qui va faire des émules, et puis parce qu'il crée de la tension au sein de la ville. Tout le monde en parle, bien entendu, puisque personne ne sait qui c'est. Donc on a d'un nouveau un super criminel qui a débarqué en ville. Résultat, je suis tout près de la conclusion. Donc on a une rencontre classique, enfin une rencontre entre cultures classiques et en même temps société contemporaine, au sens où on va avoir dans Gotham City des gens qui vont se balader avec des t-shirts du barde, ou sur les réseaux sociaux, les gens vont se donner des profils pendant la campagne. Au début, à chaque fois qu'on aura des visuels du barde, on va se dire « Ah, c'est lui !» Et puis assez rapidement, il va y avoir des phénomènes copycat. Tout le monde va trouver ça très malin de se donner un visage de Richard III, de Hamlet, etc. Ça va se répercuter donc, sur les tags, sur la vie sur les réseaux sociaux. Donc on va faire un effet retour qui me semble d'autant plus intéressant dans Gotham que souvent les super-criminels font des émules. Ils ont un effet de séduction, ça se voit bien entendu avec le Joker, mais pas que. Bane, Harley Quinn, le diacre Blackfire dans l'album Le Culte, Anarchy également, sont des personnages qui ont cette capacité d'entraînement. Alors pour conclure, parce que ça suffit de faire parler ce garçon, quelles sont les transmissions que j'ai pu observer et que je peux espérer? D'abord, des effets de réactivation de connaissances littéraires durant les parties. Ça, c'est assez attendu. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez une personne qui fait une espèce de coming out shakespearien en disant « Mais à Miranda, je sais, c'est la tempête », d'un seul coup, les autres dévisagent cette joueuse ou ce joueur et commencent à se dire bah, « Oui, je peux moi aussi faire cette partie du chemin ». Ce qui peut être intéressant au niveau pédagogique, comme quand on est en train de corriger et que quelque chose qui paraît complètement inaccessible à un étudiant est connu par 5 ou 6 autour, il se dit bon, bah, c'est peut-être pas de l'excuse de ne pas savoir. L'autre aspect, c'est qu'on est dans un contexte contemporain, donc je ne suis pas du tout fan des smartphones autour d'une table de jeu, mais là je les autorise en disant bah oui, vous jouez des flics en 2020, s'il y a une citation qui vous échappe, vous avez tout à fait le droit de chercher. Vous n'êtes pas obligé de déranger Alfred par téléphone à chaque fois. Il y a l'effet campagne, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer les 5 épisodes d'un coup, et on s'aperçoit au fil des épisodes qu'on a quelques joueurs qui ont lu ou vu, revu, qui se sont imprégnés également des adaptations graphiques. Et c'est surtout le film qui va dominer beaucoup plus que le retour au texte. Résultat, on a un jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une transmission littéraire un peu casse-pied parce qu'obligé par le prof qui veut qu'on lise ceci ou cela. On va se retrouver avec un effet d'émulation
qui n'est pas lié simplement au fait de gagner des médailles parce qu'on a bien répondu le plus vite à quel personnage et qu'est-ce qu'il dit, mais à une intrigue diégétique qui est trouvons ce criminel qui est en train de multiplier les victimes aux quatre coins de notre chère ville. Si on a 30 secondes, je termine juste sur la question des médialités. C'est un plus ou moins? Tu m'autorises? Question de la médialité. Donc, qu'est-ce qui est spécifique au théâtre en tant que média et qu'on va retrouver dans le jeu de rôle? Je vous rappelle que le théâtre élisabétain n'avait pas, enfin ce qu'on en sait, hein, n'avait pas de décor au sens promesse d'immersion de scénarii. Hein, Donc quand on voulait évoquer la bataille d'Azincourt, c'était avec derrière le cadre d'un théâtre, mais pas du tout l'idée de scène peinte ou autre. Résultat, donc, ce sont les textes et les accessoires qui vont être entièrement en charge de ce travail, de cette promesse d'immersion. Résultat, on a très souvent, dans le texte shakespearien, l'idée d'une extension de l'espace grâce à l'imagination et par le verbe, par le truchement de la littérature. Hein, le titre que j'ai choisi, hein, ma bibliothèque mettait un assez grand duché, hein, c'est donc Prospero, duc de Milan déchu, qui a ce propos dans La Tempête. Et c'est surtout, si la question vous intéresse, je vous renvoie surtout à Henri V, parce que là, on a le cœur d'Henri V, donc, qui est un personnage, mais qui reprend la technique du chœur grec, hein, qui fait des prologues, et qui nous dit ce qu'on pourrait très bien avoir à une table de jeu de rôle. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Donc que la scène vole au lieu du combat, là, quelle pitié, nous allons déshonorer avec nos 4 ou 5 fleurets ébréchés, maladroitement croisés dans une rixe ridicule, le nom d'Azincourt. Regardez pourtant, et de votre place, évoquez le réel d'après sa parodie. Je vous laisse pour la discussion celle-là qui est encore meilleure, mais ça nous prendrait un certain temps de la lire in extenso. Là, on est vraiment sur un propos qui montre toutes les parentés qu'il y a entre le théâtre élisabétain et le jeu de rôle, c'est-à-dire la pauvreté du médium qui n'a que la parole, mais qui justement, par le truchement de la parole, peut dire infiniment plus que des médias réputés plus riches. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour l'intervention. À nouveau, parole est à la salle. Merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment passionnante à écouter. Alors j'avoue qu'au début j'avais très peur parce que moi je suis plutôt du côté shakespearien, enfin du côté théâtre ancien que du côté... Il en fallait une. Désolée. Et en fait j'ai particulièrement eu peur quand vous avez dit votre petite avec la répartition de pièces. Mais en fait j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand vous avez développé le propos justement sur le fait que vous utilisiez cela pour rythmer en fait les scènes avec différentes tonalités, puisque c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les théâtres anciens, d'avoir des tonalités très différentes. Et c'est vrai que même si certaines pièces de Shakespeare sont davantage marquées par la comédie ou par la tragédie, ce qui est soit déjà une séparation un peu abusive, généralement en fait il y a des moments dans les pièces qui échappent à ça, donc ça pour le coup c'était vraiment super intéressant. Et ma question n'a rien à voir avec ça, mais je tenais à le dire. Ma question c'était, enfin le même Alors, ce qui m'intéresse dans ces questions de médialité, c'est justement votre question, c'est-à-dire qui est le public. L'une des formes qui me semble très intéressante dans les jeux en général et spécifiquement dans les jeux de rôle, c'est le fait de regarder jouer les autres. Alors, pas seulement via l'actual play, je suis face à mon PC et je regarde une partie, mais tous ces moments où on est en train de suivre l'improvisation de tel ou tel camarade autour de la table et le plaisir qu'on peut avoir, un plaisir purement spectatoriel, de voir deux PJ entrer dans une dispute. Donc, on n'a pas nécessairement de public extérieur, mais encore... J'ai osé écrire il y a maintenant plus de 10 ans que le jeu de rôle était
pas du tout propice au spectacle, donc je me suis largement trompé, puisque je vois qu'aujourd'hui, donc, il y a des milliers de personnes qui suivent des parties en ligne et que ça déclenche une vraie vogue. J'en suis le premier avis. Enfin, si je peux me tromper toujours en ce sens-là, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, le public primaire est autour de la table parce qu'on joue les uns pour les autres, ce qu'on va retrouver aussi dans les ateliers de théâtre d'improvisation, où on n'a pas nécessairement besoin ensuite, alors on a besoin éventuellement quand on passe au niveau compétitif en impro, puisque c'est un univers complexe, mais on peut avoir des clubs qui jouent les uns pour les autres. La métaphore du jazz me paraît plus que jamais fondée, parce qu'en jazz aussi on joue les uns pour les autres, et on voit que l'orchestre de jazz dysfonctionne quand les gens ne s'écoutent pas, ne sont pas spectateurs de ce que fait chacun du point de vue de son instrument. J'ai une question à poser qui est peut-être un peu outrée et peut-être un peu... je me fais aussi un peu l'avocat du diable, donc peut-être qu'elle est un petit peu grossière en fait, cette question. Mais, en termes de transmission, avant que tu en arrives à bien expliciter ce que tu entendais par transmission, je me posais la question, elle est peut-être un peu moins forte maintenant que tu as explicité, de la réception en fait, de l'adresse, du type de public à qui s'adresse ce jeu en termes de prérequis culturels ou en termes d'encyclopédie. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi, au-delà des éléments que tu listes et qui me semblent assez convaincants, la possibilité qu'il y ait pas vraiment de transmission au terme, mais une sorte de confirmation stéréotypée ou tropique d'un certain nombre d'éléments de culture générale qui se maintiennent à ce niveau de la culture générale, pour autant, bien entendu, qu'on soit entre personnes civilisées, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui ne fonctionnera probablement pas si on essaie de l'intégrer dans une classe de secondaire qui apprennent, qui lisent ensemble du Shakespeare pour la première fois de leur vie, par ailleurs, mais il y a un petit peu de questions. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là aussi un rapport à la littérature, c'est un rapport de confirmation. Oui. Et d'installation dans cette confirmation. Ce qu'on trouve aussi dans les jeux Lovecraftiens. C'est-à-dire que déclencher une curiosité réelle et approfondie pour le corpus Lovecraftien n'est pas gagné autour de toutes les tables. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'écris avec pas un lecteur modèle façon Umberto Eco, mais un joueur modèle, si je transpose la notion, qui est un ado américain de 14 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors je ne l'ai pas au-dessus de mon épaule, mais je l'imagine, et je me dis, ok, l'ado américain de 14 ans, est-ce qu'il a les clés? Et le scénario est faisable, toute la campagne est faisable, avec quelqu'un qui part de zéro en termes de culture shakespearienne. L'idée, c'est de créer cette curiosité. De la même façon que mes premières parties de l'Appel de Cthulhu, je suis parti de zéro en termes de culture Lovecraftienne. Et puis maintenant, j'ai métabolisé complètement les principaux textes, je les ai lus, relus, et je développe des choses autour de ça. Donc on ne fera pas du 100%. Enfin, mais si on essaye de faire du 100% de converti en enseignement, on arrête tout de suite, c'est qu'on s'est trompé de métier. Donc l'idée est j'arrive pas, je dirais... C'est vrai que mon diagramme à 4 flèches, là, il fait un peu consultant, mais voilà, l'idée, c'est pas de dire, ça y est, j'ai trouvé la clé, vous allez enseigner Shakespeare grâce à Gotham City. C'est de dire, on peut avoir comme effet collatéral de la campagne des personnes qui vont, alors peut-être commencer par le beaucoup de bruit pour rien de Joss Whedon, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être partir d'un film et d'un point archi-périphérique, au lieu de se dire, tiens, je m'inscris à une salle de théâtre et je vais attendre la prochaine représentation de Richard III, mais en tout cas, on va déclencher cet appétit-là parce que c'est un vrai jeu. C'est-à-dire que le ludo-éducatif casse-pied
dans lequel on dit j'apprends Shakespeare grâce à des petits pions, ça j'y crois pas une seconde. Si on n'a pas une intention scénaristique forte et un jeu qui se défend par lui-même, alors est-ce que je vais y arriver ou pas? Ça, ce seront les lecteurs et les joueurs qui feront le verdict. Hein. J'essaye de faire au mieux, mais je n'ai pas la clé. Après, une fois qu'on est dans cette démarche-là, on se dit si ça ne prend pas avec l'approche thématique, ça peut prendre sur la question des citations, ça peut prendre sur l'utilisation de la peinture. Et la peinture de Millet que je vous projetais est un élément clé d'une des intrigues. Donc on peut multiplier les portes parce que le corpus shakespearien est tellement inépuisable que ça vaut le coup de tenter dans toutes les directions et d'essayer de refaire un petit peu le prof sans que ça se voit un peu en contrebande et sans casser l'intérêt ludique de la chose. Mais le 100%, j'y crois pas. Hein. Enfin. Un petit peu pour rebondir sur cette même thématique, on a quand même, avec l'univers d'ici et l'univers shakespearien, deux univers qui sont très encyclopédiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de perdre des gens qui ne connaissent pas les deux, en fait? Comment faire pour accrocher? Est-ce que c'est déjà le principe de base d'accrocher aussi des gens qui ne connaissent pas ou très mal l'univers d'ici, qui connaissent peut-être 3-4 films Batman qu'ils ont vus et puis point barre? Est-ce que ça reste accessible? Est-ce qu'on n'a pas le risque aussi, en jouant sur ces deux aspects très encyclopédiques, de perdre des gens? C'est la force immense du jeu de rôle, parce qu'on a le que faites-vous et on vit les choses entre guillemets à hauteur d'homme. Enfin, désolé de l'expression genrée, mais on va avoir des situations dans lesquelles la charge encyclopédique concrètement est autour de nous. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir l'encyclopédie vivante de Gotham City qui va dire « Ah ouais, mais ça va être... c'est encore l'homme mystère, et puis il y a Gueule d'Argile, etc. » Et puis l'autre, et c'est pour ça qu'on teste avec des personnes qui n'y connaissent rien, l'autre qui va se dire « Ok, bon, j'ai vu le Nolan, et puis j'ai vu que le premier, et puis ça m'a saoulé, mais je peux me débrouiller parce que dans l'immédiat, j'ai une voiture, dans le coffre, il y a 2 ados, il y a un double meurtre, et la question est une question de bon sens. Je vais aller voir les parents, je vais procéder à l'autopsie, etc. » Et donc, on a un filet d'eau, si tu veux, au niveau encyclopédique, qui fait que je n'ai pas ressenti, et pour l'instant les playtests confirment ça, je n'ai pas ressenti de personnes qui se diraient « Bon, je me suis pris le mur et j'ai été rejeté. » Ce qui est très problématique quand on part directement des comics, parce qu'au contraire, les comics sont monstrueusement cumulatifs. Et si tu prends des comics, que ce soit chez Marvel ou chez DC, et que tu les prends au milieu d'une méta-narration, au bout de 4 pages, tu es complètement perdu. Parce qu'ils n'arrêtent pas de renvoyer à un tel, et puis lui, c'est le beau-frère de Bidule, etc. Donc là, on a une épaisseur encyclopédique qui peut être rebutante. Je me dis qu'en termes d'écriture de jeu de rôle, et on se surveille les uns les autres, on est 3 scénaristes, on se surveille les uns les autres pour ne pas avoir justement cet effet de percussion du mur, quoi. Je rebondis encore là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque au niveau des joueurs, si on se retrouve avec des joueurs qui, eux, ont une connaissance encyclopédique et qui, en fait, il y a un déséquilibre entre les connaissances des joueurs? Est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir des joueurs qui vont prendre tout le temps la parole, qui vont interrompre même le meneur de jeu en disant « Ah oui, ça je connais », et risque de casser l'ambiance de ce point de vue-là? Alors ça serait le cas si on était vraiment sur une diégèse shakespearienne. Alors sur Shakespeare, en tout cas, ça ne se produit pas. Parce que le barde est un méchant très évanescent, parce que voilà, même la personne qui serait un shakespearien pur sucre ne va pas trouver le barde simplement à travers les indices qu'il laisse. Il n'est pas complètement stupide comme super criminel. Donc il laisse juste de quoi laisser un fil d'Ariane dans la ville, quoi. Ensuite, sur la connaissance d'ici, l'avantage, en tout cas pour ma campagne, c'est qu'on joue des flics. Et que donc, même si on sait où se trouvent les secrets de la ville, on doit jouer sans arrêt. Et ça, c'est un vrai bonheur en termes d'expérience de jeu. On a par exemple une perquisition au manoir de la famille Wayne,
où tout le monde va chercher la Batcave, enfin, c'est évident. Toi, oui, je leur dis, vous voyez une grosse horloge. Alors, tous les joueurs qui se disent, ok, derrière l'horloge nécessairement, et on va jouer justement sur l'effet déceptif parce que Bruce Wayne a anticipé qu'un jour il y aurait une perquisition, et derrière l'horloge, il va y avoir, je ne vais pas vous dire, mais il va y avoir quelque chose qui va contredire ces anticipations. Donc on travaille au niveau scénaristique, avec comme joueur modèle effectivement l'ado qui n'y connaît rien, et encore on peut avoir un ado parfaitement érudit, hein, et comme malgré tout comme potentialité, l'encyclopédie vivante de DC, afin qu'il y ait une saveur pour ces personnes-là, de se dire, au niveau où j'envisage les scènes, et les scènes ne viendront de toute façon que les unes après les autres, je peux avoir un supplément d'information, mais je ne peux pas jouer dessus. Et souvent, on a des conseils aux meneurs en disant, bien sûr, on sait que tu sais, tout le monde sait qui est Batman, hormis tous ces crétins à Gotham City qui ne savent pas, alors qu'ils voient un milliardaire qui disparaît tout le temps au moment où Batman arrive. On est censé avoir les personnages les plus intelligents de la planète qui sont là. On a Hugo Strange, on a toute une série de personnages qui ont un QI stratosphérique. Il n'y en a pas un qui est fichu de savoir qui est Bruce Wayne, enfin qui est Batman. Donc ce jeu de masque en permanence, il est très intéressant à jouer. Et après, c'est une vigilance qu'on doit avoir au niveau scénaristique pour éviter ce que tu mentionnes. Ça a été, ta question a été le thème du premier repas qu'on a fait entre scénaristes. Donc, voilà, tu as mis le doigt exactement sur le nœud, quoi. Okay. L'heure avance.